Salut à tous, c'est Flippies, on se retrouve pour une nouvelle émission lecture. Encore une, cette fois on va parler de mes lectures du mois de juin et... Oh, le sommaire fait plaisir. Le sommaire fait plaisir, le voici. Alors, on a un peu de tout. Voilà, 2 comics, quelques mangas, enfin pas mal de mangas, et beaucoup de très très bons mangas. Et ben je vous propose d'attaquer directement, parce qu'il y a du lourd. Et on commence par le second volume de Magus of the Library par Mitsu Izumi. Devenu un jeune homme, Shio part pour la bibliothèque centrale afin d'accomplir son rêve, devenir Kaunas. Alors, je vais me répéter par rapport à ce que j'ai dit sur le premier tome, mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Voilà, regardez-moi cet objet de toute beauté. Franchement, Kiun Kizuna, vous me régalez. À chaque fois je le dis, il y a d'ailleurs les autres, bon vous les voyez pas sur champ, mais Isabella Bird, Reine d'Égypte, il y a la cité des... Enfin il y a les enfants, Born Beyond the Cloud, que je n'ai pas en Kizuna, mais... Oh là là, que c'est beau. Regardez-moi ce pavé, c'est trop beau. Franchement c'est trop beau, la tranche est belle, c'est... Voilà, le livre en lui-même déjà donne envie de le lire, c'est incroyable. Et puis ce qu'il y a à l'intérieur, c'est pareil, ça vaut le coup, ça vaut clairement le coup. Franchement, on est au volume 2. Ça sera très certainement l'une de mes grosses séries du moment, en fonction du rythme de parution, parce que par exemple Reine d'Égypte, j'adore Reine d'Égypte, mais bon, sachant que maintenant il y a à peu près un tome tous les 8 mois, c'est difficile pendant un gap de 8 mois d'être à fond dans la série, vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, Magus of the Library, on adore tous mon accent, mais... c'est génial, il y a un monde merveilleux, l'univers est chouette, les personnages sont attachants, c'est juste... Je suis bien en fait, quand je lis cette histoire sur déjà ces 2 premiers tomes, je suis bien, je passe un putain de bon moment, je trouve ça cool à lire, et j'adore la façon dont la culture est mise en avant. Voilà, rien que ça, c'est un régal. En plus, on apprend des choses sur le monde du livre, les délires, sur comment sont faits les livres, des anecdotes sur comment étaient faits les livres avant, sur plein de choses comme ça que je trouve génial. Voilà, c'est ces genres de petites anecdotes qu'on apprend, moi j'adore ça. Et puis, l'histoire est agrémentée de ce petit côté fantaisiste, avec les esprits des livres, des fées, de temps en temps des créatures un petit peu fantastiques, voilà. Un petit côté fantasy, voilà, je vais y arriver, et c'est beau. Donc vraiment, il n'y a que 2 tomes pour l'instant, lancez-vous, parce que franchement, je trouve que cette série, elle vaut clairement le coup. Et on poursuit avec le 4e volume de Beastars par Paru Itagaki. Voilà, déjà 4 volumes, ça passe vite, c'est un véritable régal. Le volume 5 d'ailleurs arrive dès le mois prochain pour la Japan Expo. Alors voilà, Legoshi continue sa quête, on va dire, enfin il est toujours en proie à ses sentiments, il ne sait pas ce qu'il ressent pour la lapine, qui s'appelle Haru. Oui c'est ça, la lapine Haru, parce que voilà, il y a l'attirance interespèce et l'attirance d'un carni pour un herbi, qui fait que normalement les carnis seraient plus censés bouffer un herbi, même si c'est interdit. Gros animal, hein, puisque Legoshi est un loup gris alors que Haru est une lapine, donc il y a clairement une différence en plus morphologique. Donc on continue ce développement, il se rapproche. Franchement Legoshi, j'adore ce personnage. Il est super intéressant à suivre je trouve, mais la véritable surprise de ce volume vient de Louis le Cerf. Waouh. Ah ouais, j'étais pas prêt, j'étais clairement pas prêt. On va prendre une partie de son passé, parce que je pense que tout nous est pas dit, mais waouh. Ce personnage qui était antipathique, en tout cas pour moi jusque-là, même s'il a, voilà, il a une prestance, il a un charisme naturel, wesh, et c'est ça que j'adore. Je vous le dis pas, hein, parce que je veux pas vous spoiler, c'est pas le but si vous l'avez pas encore lu, mais c'est pour ça que je commence de plus en plus également à kiffer Beastars de ouf, parce que derrière une apparente simplicité, juste une vie de lycéen, une vie voilà d'animaux anthropomorphes, voilà, il y a plein de bails comme ça, il y a des questions tellement profondes, des histoires tellement dark des fois, et je dis pas juste dark, c'est trop sombre, c'est trop torturé, non, on parle quand même d'un enfant qui s'est fait séquestrer, voilà, pour pas trop vous en dire, et voilà, c'est qu'une infime partie de ce qui lui est arrivé, donc vraiment, il y a une volonté de travailler, de donner un background de ouf à des personnages importants, donc là Louis en l'occurrence, et en plus ça nous permet de mieux comprendre et de découvrir encore une fois les travers de cette société où voilà, d'apparence Herbie et Carny vivent trop bien, c'est bien la vie, on n'a pas le droit de se manger,
donc tout le monde reste dans ses petites cases, et voilà, tout le monde vit heureux. On avait découvert le marché noir avant, là il y a ça par rapport à Louis. C'est trop cool, vraiment, enfin c'est trop cool. On se comprend, voilà, l'histoire est trop cool, tout ce qu'elle évoque, donc... Beastars, c'est un peu comme Kingdom, c'est-à-dire que là je vous en parle en lecture à chaque fois, c'est trop bien, c'est cool, mais clairement va falloir, ça méritera clairement qu'on s'y penche plus sérieusement sur une vidéo bien complète sur le sujet, parce que ça défonce. Et puis encore une fois, voilà, le dessin et surtout le découpage, la mise en scène, bah ça défonce aussi. Voilà, donc Beastars, bah je suis désormais totalement convaincu, j'ai envie de dire. Et on enchaîne avec Aku, le chasseur maudit, volume 2. Après avoir perdu son village, Aku rencontre d'autres survivants du Grash. Malheureusement, sa malédiction ne va pas tarder à le rattraper. Ce deuxième volume sur 5, puisque oui, la série est terminée en 5 tomes, enfin, sera terminée en 5 tomes, hein. Le volume 3 devrait bientôt paraître d'ailleurs. En tout cas, ce volume 2 confirme la bonne surprise qu'avait été le premier volume. J'avais été attiré justement par ce délire de cette ambiance préhistoire finalement, puisque ça se passe il y a 30 000 ans. Donc c'est généralement des époques et un background qui est assez peu développé, je trouve, en manga en tout cas. On a plus l'habitude effectivement déjà du Japon traditionnel, samouraï, et même d'autres époques, et du coup ça m'avait bien intéressé. Et bonne surprise sur ce premier volume qui m'avait complètement retourné la tête sur les dernières pages. Donc la première partie du volume 2 va poursuivre les dernières pages du volume 1, et dans les dernières pages du volume 2, allez, peut-être dans les 25 derniers pourcents de ce volume 2, comme au volume 1, retournement, on nous remet la tête à l'envers par ce qui se passe, et j'adore. Franchement, c'est super intéressant à suivre, parce que on se dit, bon bah voilà, ça va être prévisible, et au moment où on se dit, bon bah ça y est, c'est acté, ça va se passer comme ça se passe complètement différemment. Et il y a un truc totalement imprévu qui arrive, et qui retourne toute la situation. Et c'est super cool à lire, l'époque, encore une fois, est chouette, moi en tout cas, je trouve ça très rafraîchissant. Et les dessins, oh les dessins, il y a un dynamisme dans ces dessins qui est un régal à lire, mais j'en profite du coup pour vous dire attention, je sais pas quel âge vous avez tous derrière votre PC ou votre téléphone à regarder ça, mais attention à la violence, vraiment. Alors je sais que, voilà, dire qu'il y a de la violence, ça va en inciter certains à en lire, hein, je connais, mais faites quand même très attention, parce que je m'attendais pas, même par rapport au premier volume qui était déjà bien hardcore. Là, on en remet une couche, c'est sérieusement pas pour tout le monde, parce que c'est vraiment une violence très crue. Donc ça convient, c'est du seinen, hein, j'ai envie de dire, on connaît le postulat de départ, mais voilà, je m'attendais pas forcément à ça, et j'avoue que quand j'ai vu ça, je fais ouf. Il y a un truc qui, dans mon ventre qui s'est serré, qui avait oh putain, c'est dégueulasse. Donc voilà, faites attention quand même, ça peut choquer, voilà. C'est pour ça, mais à coup, bon, clairement j'irai jusqu'aux 5 volumes, je pense, hein, je connais pas la date de sortie des prochains volumes, mais voilà, 5 volumes, l'histoire comme elle est partie semble très intéressante, et cette fin de deuxième volume annonce quelque chose de plutôt bien badass, couplé au délire en plus homme préhistorique, ça peut vendre du rêve. Et on continue avec les héros de la galaxie, déjà le 5e volume. Alors ça c'est l'œuvre à la base qui a été écrite par Yoshiki Tanaka, qui est le romancier il me semble, puisque c'est une célèbre série de romans de science-fiction japonais, et c'est mis en manga par Ryu Fujisaki. Alors je ne vous refais pas le traditionnel couplet sur c'est joliment dessiné, il y a un côté poétique, ça colle très bien au space opéra, tout ça vous le savez, on est au volume 5, ça défonce, et j'irais presque jusqu'à dire que les héros de la galaxie c'est le Kingdom version space opéra. Alors il n'y a pas tout le côté shonen inhérent qu'on peut avoir par exemple avec Shin, le côté dépassement de soi. Là on est vraiment plus dans du terre à terre, si je puis dire, puisque ça se passe dans l'espace. Voilà, on se marre. Voilà, tout ça pour dire que... Putain, elle était très mauvaise celle-ci. Mais tout ça pour dire que dans les héros de la galaxie, tout le côté stratégique qu'on peut avoir dans Kingdom, ça défonce aussi. Et c'est deux séries du coup que j'aime beaucoup lire pour ce côté-là. Tous ces plans de bataille, comment c'est réfléchi, l'intelligence avec laquelle les décisionnaires arrivent à faire basculer le cours d'une bataille qui semble jouer d'avance. Et d'ailleurs Reinhard dans ce volume va considérablement évoluer et gravir les échelons. J'attends quand même d'en apprendre plus sur je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs le héros de l'Alliance. J'ai un doute, enfin bref. C'est pas... Non, Von Muscle c'est le nom complet de Yang Wenli, voilà, Yang Wenli qui est son rival du côté de l'Alliance. J'attends d'en voir un peu plus, puisque lui pour l'instant est pas mal en retrait pour l'instant. Mais franchement, c'est un pur régal à lire.
Ne serait-ce même par exemple si vous aimez un peu Star Wars, ou si vous avez lu Fondation, que vous avez kiffé tous ces trucs-là, je vous conseille vraiment fortement Les Héros de la Galaxie, qui a été une très très bonne surprise de l'année 2018, et qui poursuit sa lancée pour moi. Et oui, Kingdom, 2 mois de suite, les volumes 19 à 22. Voilà, le hasard du calendrier a fait que j'ai reçu les tomes ces tomes-là plus tôt que les précédents, et du coup j'ai eu le temps de les lire pour cette émission lecture. Bon là j'en ai que 2 parce que les 2 autres sont rangés, parce que voilà, 4 volumes à chaque fois présentés, c'est lourd à tenir. Plus sérieusement, Kingdom, ça défonce, lisez Kingdom. Cette bataille contre Wei était complètement dingue. Shin s'est dépassé comme jamais il ne s'est dépassé, c'était un pur régal. Et alors, mention spéciale pour le volume 19, je vous promets, j'ai commencé à lire le tome 19 parce que je les ai reçus, d'ailleurs je crois que j'avais posté une photo sur Instagram à ce moment-là, voilà. J'ai dit que j'allais passer l'après-midi à les lire, j'ai commencé en fin d'après-midi, j'ai terminé à 23h, j'étais au taquet complet. Je ne m'arrêtais jamais, c'était un truc de dingue. J'étais sur le volume 19, sans mentir, c'était le premier volume du coup Ouais, le 19 c'était le premier des 4. J'arrivais pas à tenir en place toutes les 2 pages, j'étais là, oh putain, oh c'est un truc de dingue. On nous vendait tellement du rêve sur ce qui allait se passer, les déroulements de la bataille qui allait arriver. C'était génialissime. Franchement, je pense Kingdom dans mon cœur peut pas remplacer One Piece pour l'instant, mais clairement en ce moment, je pense que ça y est, Kingdom est devenu ma série préférée. Là en plus, en même pas 2 mois, j'ai enchaîné 8 volumes du coup. Voilà, je suis complètement dedans, j'adore ça. Et puis maintenant, faut attendre août quoi. Ça fait mal au cul, d'attendre aussi longtemps. J'aimerais tellement les recevoir jusqu'au volume 50 ou 60, je sais plus où ils en sont rendus, et tous me les faire d'un coup, mais... Bon voilà, faut être patient, mais encore, voilà, chapeau Meian, l'édition est cool. Le deuxième coffret est désormais complet, et puis ça défonce. Et on passe désormais aux comics avec Fantastic Four chez Marvel, le retour des 4 Fantastiques par Dan Slott et Sarah Pichelli. Après une longue absence, Red Richard, Susan Storm et leurs enfants trouvent enfin un moyen de rentrer sur Terre. La plus célèbre des familles s'apprête enfin à être réunie. J'attendais énormément ce retour des 4 Fantastiques, j'avais envie de lire du 4 Fantastiques, je trouvais que ça manquait à Marvel. Ils sont partis à la fin du Secret Wars au niveau 2015, mais par rapport à tous les bails qu'il pouvait y avoir entre les conflits d'intérêts avec la Fox et Disney, qui détient vraiment Marvel, voilà, ils étaient clairement mis en retrait dans les comics, leur histoire était pas folle, je pense, leur traitement était pire que les X-Men, eux aussi détenus par la Fox. C'était le bordel, pour moi les 4 Fantastiques avaient disparu il y a bien plus longtemps que ça, et j'avais très envie d'en lire. Le retour donc que j'attendais, qui était d'ailleurs disponible, je crois que le premier chapitre était disponible dans le Free Comic Book Day de cette année. Et en plus, Dan Slott au scénario qui a fait Superior Spider-Man, qui a même fait le run de Spider-Man ces 10 dernières années. Et là on est clairement sur un tour de chauffe, c'est clairement, voilà, c'est tranquillou, on essaie de justifier le fait que les 4 Fantastiques reviennent à un statu quo plus traditionnel, on essaye de pas mal virer toute la Future Foundation autour qui apporte beaucoup de personnages en trop. Voilà, il y a le retour, il y a la fin un peu feu d'artifice, ça y est, les 4 Fantastiques sont de retour, grande baston, voilà le truc. Mais voilà, c'est pas incroyable. L'autre côté où ça pêche, c'est au niveau des dessins, puisqu'il y a Sarah Pichelli, donc voilà, j'adore Sarah Pichelli, mais il y a toute une flopée d'autres dessinateurs que je ne peux pas vraiment identifier, et il y a clairement des styles qui, moi, me font pas du tout adhérer, que je trouve vraiment pas ouf du tout, très plat, enfin, très bidon, voilà. Donc j'ai moyennement adhéré, mais je ne peux pas vous dire concrètement qui c'est, parce que... Qu'est-ce que c'est que cette merde? Putain Panini, vous me les brisez, mes modèles géants. Regardez-moi la tranche. Alors la tranche qui en soi est très jolie. Franchement, pour moi, une des plus belles tranches de Panini Comics. Mais qu'est-ce que c'est qu'encore cette nouvelle édition de merde? Il y a pas 2 mois, ils ont ressorti une nouvelle édition encore, où il y a des récits Avengers et X-Men qui sont sortis, où sur cette partie-là, on a le logo de l'équipe, le titre, le truc Marvel en bas. C'était bien, c'était propre. Les 4 Fantastiques arrivent et badaboum, une nouvelle putain de Saras d'édition. Je suis désolé, je suis super vulgaire, mais j'en ai ras le bol. Les collections, les bibliothèques Panini Comics sont minables, elles ne ressemblent à rien, parce qu'il y a un travail éditorial qui pue la mort chez Panini.
j'en ai ras-le-bol. Je m'en fous, j'aurais probablement jamais de partenariat avec Panini pour le coup, mais je n'en veux pas parce que, putain, ça pue la mort. Et on va parler d'un Urban juste après, c'est ça qui me fout le plus le seum. Déjà, voilà. Alors ça, c'est le sommaire. Voilà, donc tous les dessinateurs sont là. Vous pouvez les voir, ils sont listés là. Et vous vous démerdez. Voilà, c'est chapitré n'importe comment. Avec, alors attendez que je vous montre. Chapitrage, c'est-à-dire les différents épisodes, la séparation. Donc voilà, c'est séparé comme ça, avec les covers. Alors ça, je suis désolé déjà, ça va à la fin. La galerie de covers, on s'en bat les reins, ça n'a rien à foutre entre deux chapitres. Parce que déjà, c'est plus pratique de les avoir à la fin. Et entre deux chapitres, eh ben, on met la couverture du chapitre, et sur ce côté-là, on met les putains de crédits pour savoir qui écrit. Bon là, en l'occurrence, Dan Slott écrit tout le temps, mais pour savoir qui est le dessinateur, quand ça a été publié, le titre original. Vous faites ça bien, c'est déjà le bordel de s'orienter dans les comics, sachant qu'en plus, ça peut changer de nom quand c'est apporté en France pour avoir une plus grosse homogénéité quand c'est publié. Voilà, cet album contient les épisodes 1 à 4 de Fantastic Four 2018, et allez vous faire enculer. Parce que l'édition en soi est chouette, mais il y a déjà le Marvel Now. Alors il y a encore des trucs qui sont publiés en Marvel Now, qui sont réédités en Deluxe, d'autres qui sont pas du tout publiés en Marvel Now. On ne sait pas. Le Legacy, bah il y en a encore, on ne sait pas comment ça va être édité. Peut-être que ça c'est les covers Legacy, c'est chouette. Même la cover d'ailleurs. Putain, la cover, il y avait tellement... Je veux dire... Que je vous montre. Voilà, c'était la cover de Sarah Pichelli qu'il fallait utiliser, celle-ci. Ça, bon voilà, elle est chouette, mais ça correspond à rien. Enfin, j'en ai ras le bol de Panini. Voilà, je pousse très rarement de gros coups de gueule sur les émissions lecture. J'essaie de favoriser les points positifs. Mais là, il y en a... Enfin, Panini, putain, enfin, vous êtes sérieux? À chaque fois qu'on croit que vous avez compris, vous refaites la même merde. Vous méritez de perdre la licence, sérieusement. Vous méritez... C'est un manque de respect, déjà, d'une part, pour les auteurs Marvel, qui se cassent le cul à faire des trucs plutôt sympas, généralement. Et c'est un manque de respect pour les lecteurs qui vous donnent votre thune. Alors, il y a un prix de lancement à 10 €. Voilà, le geste est cool. On va pas cracher dessus non plus, hein, mais... C'est honteux. C'est honteux. Depuis tant d'années, ça va faire plus de... Je crois que ça va faire bientôt 10 ans, un truc comme ça, que Urban a récupéré DC, qui avant était aussi à Panini, qui avait du coup le monopole des Big Two. Ça va faire 10 ans qu'Urban vous la met de plus en plus profond, avec un travail irréprochable. Et voilà, vous faites ça. Ça dérange personne. C'est minable. Voilà. C'est triste, je conclue très rarement une critique d'un livre comme ça, mais c'est minable. On va quand même finir avec une bonne note, avec du Urban Comics, du DC Universe Rebirth Deathstroke, par tout un tas de créateurs dont je vous reparle juste après. Rongé par la culpabilité, Deathstroke trouve un moyen de s'emparer de la Speed Force pour réparer ses erreurs avec son fils. Afin de protéger le temps, Titan et Teen Titan vont devoir unir leurs efforts. C'est le 3e volume DC Universe Rebirth. Vous le savez, Urban a mis en place ce titre justement, DC Universe Rebirth, qui n'est pas numéroté, puisque ce sont des histoires, vous voyez, il n'y a pas de numéro, ce sont des one-shots qui s'inscrivent généralement dans d'autres séries. Là en l'occurrence, ça se passe entre le volume 3 et 4 de la série Deathstroke Rebirth, que vous pouvez également retrouver en librairie. Et il y avait déjà eu DC Universe Rebirth Le Badge et Superman, qui étaient deux séries. En fait, c'est des one-shots, des arcs narratifs qui sont très fortement liés à la trame principale du Rebirth, qui ont été commencés avec le gros pavé Rebirth où il y avait tous les numéros Rebirth dedans, de chaque série, qui était le nouveau reboot, relaunch de DC en 2016 aux États-Unis, il me semble. Donc un nouveau point de départ. Et donc Urban a mis ça en place. Je sais pas si ça se fait aux États-Unis, d'ailleurs en forme de TPB, donc en relié également, mais Urban publie ça comme fil conducteur de l'histoire, qui se place entre guillemets au-dessus des séries. C'est-à-dire que vous avez une série Flash, une série Green Lantern, et là vous avez ces DC Universe Rebirth qui du coup sont un fil conducteur de l'univers DC en général. Je trouve ça super cool, ça permet vraiment de s'y retrouver. Urban fait un bon gros taf pour rendre ça facile à comprendre, même quand on est néophyte et qu'un éditeur français repasse derrière pour relier, donner un nom, titrer les trucs, c'est pas forcément facile. Et d'ailleurs, vous remarquerez dans DC Rebirth par exemple,
et bah vous avez généralement un épisode Teen Titan, un épisode Titan, un épisode DC machin, et ils sont tous sous-titrés par DC Universe Rebirth numéro 1, DC Universe Rebirth Deathstroke numéro 2, DC, voilà. De manière à ce qu'on comprenne que même si c'est des numéros, admettons, il y a tous les numéros 2 des 4 séries concernées, bah il y a l'ordre quand même de... il y a l'ordre de compréhension de l'histoire. Je sais pas si j'étais très clair. En tout cas, ce qu'a fait Urban l'est. Voilà, donc n'ayez pas peur. Alors, pour cette histoire Deathstroke, je dois avouer que j'ai un peu moins aimé que le Badge ou Superman. Pourtant, j'étais très impatient de revoir les Teen Titans et du coup les Titans. Donc bah, justement, les auteurs, c'est les équipes des 2 séries, puisque c'est un crossover, qui met en scène Deathstroke, leur ennemi, voilà, leur gros ennemi, j'ai envie de dire. Mais voilà, alors c'est cool de le voir avec la Speed Force, il y a un truc intéressant autour du personnage, mais c'est vrai que j'ai senti cette histoire, si ce n'est effectivement la Speed Force, je l'ai senti moins lié à ce qu'on pourrait avoir par rapport au Badge et à Superman au niveau de l'univers d'ici en général. L'histoire était cool, voilà. Franchement, je l'ai trouvé vraiment un peu en dessous, j'ai trouvé. Après voilà, est-ce que c'est moi qui l'ai lu peut-être moins dedans que ce que j'ai pu lire Superman par exemple? Mais voilà, en tout cas, je suis toujours un adepte de ces séries, déjà parce que le volume est à 13-14 €, c'est pas cher, ça permet de lire un petit one-shot, vous pouvez comprendre sans lire la série Deathstroke, y a pas de souci, il y a un sommaire, un résumé, la présentation des personnages, tout est fait pour comprendre facilement, et puis ça permet d'avoir de s'informer entre guillemets, de suivre un fil conducteur jusqu'à ce qu'on ait d'autres gros événements liés au DC Rebirth. Là en l'occurrence ça sera le Doomsday Clock, qui n'est toujours pas terminé aux États-Unis, donc bah voilà, on l'attend. Là c'est pas le fait d'Urban malheureusement, mais j'espère qu'Urban pourra nous le proposer le plus vite possible, parce que ça a l'air d'annoncer du très lourd. Voilà, c'est tout pour cette émission du mois de juin. Bilan, et bah tous les mangas, franchement, Kingdom, Héros de la Galaxie, Aku, Magus of the Library, Beastars, voilà, c'est du lourd, ça défonce. Niveau comics, les 4 Fantastiques, l'histoire en elle-même, voilà, tranquille on va dire. L'édition, je ne reviens pas dessus. Et côté DC Comics, et bah, le Deathstroke était un peu en dessous, j'ai trouvé, de Superman et du Badge. Mais j'attends de voir la suite, ça peut annoncer des événements très sympas, notamment via le Doomsday Clock. Comme d'habitude, je vous attends en commentaire pour me donner votre avis sur les bouquins dont j'ai parlé dans cette vidéo, mais aussi sur de potentiels conseils, des séries que vous auriez envie que je parle, que ce soit dans les vidéos lecture ou même sur, voilà, on sait jamais, si c'est une grosse série que je me trouve à la lire, et ben je peux en faire une vidéo qui se suffit à elle-même sur le sujet, donc voilà, n'hésitez pas, c'est toujours un plaisir d'avoir des conseils de lecture. Et puis nous sur ce, on se retrouve déjà le mois prochain pour une nouvelle émission lecture, et puis très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, sur ce, salut à tous!